Chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va faire un cours de physique. Un cours destiné aux élèves de 4e maths, 4e sciences et 4e informatique. Où on va étudier les interactions ondes-matière. Si on regarde autour de nous dans la nature, ici, à la surface de la mer, entre deux rochers. Si vous regardez la forme des vagues avant et après la traversée de deux rochers. Et si vous regardez presque une forme rectiligne, ce sont des vagues rectilignes. Ici, si vous regardez bien, elles deviennent des vagues circulaires, qui ont une forme circulaire. Si vous regardez aussi au bord de la mer, lorsque les vagues rencontrent un obstacle, regardez donc la forme de ces vagues, elles deviennent circulaires. Un autre phénomène, c'est l'arc-en-ciel. Normalement, vous l'avez observé dans la nature. On regarde, c'est un arc formé par des couleurs différentes. Au cours de cette séance, on va expliquer ces phénomènes naturels. On commence par le phénomène de diffraction. Et on commence par la diffraction d'une onde mécanique. Donc, je vous rappelle qu'une onde est dite mécanique parce qu'elle se propage dans un milieu matériel. L'exemple qu'on a pris jusqu'à maintenant, l'onde le long d'une corde, l'onde à la surface de l'eau et l'onde sonore. On va partir d'une expérience où on va utiliser le dispositif d'une cuve à ondes. Voilà. Donc, on va créer par une réglette ici une onde plane. Une onde plane, sinusoïdale et transversale. C'est-à-dire les rides qu'on va observer, ce sont des rides rectilignes ou bien des rides sous forme de ligne plane. La direction de propagation, c'est une seule. Devant ces rides, on va mettre une fente F de largeur A. Donc on va observer la forme de l'onde après la traversée de la fente. Donc je vous invite de suivre cette vidéo de l'expérience réelle. Le dispositif vu en classe qui permet d'étudier la propagation d'une onde à la surface de l'eau s'appelle une cuve à ondes. Cette cuve à ondes présente en hauteur une source de lumière qui peut se transformer en un stroboscope, c'est-à-dire une source de flash lumineux dont on peut régler la fréquence. Cette lumière est envoyée vers la surface de la cuve, surface sur laquelle on a déposé un certain volume d'eau, ce qui correspond à une certaine épaisseur d'eau. Un pulseur d'air envoie régulièrement de l'air, créant ainsi une onde transversale qui se propage à la surface de cette eau. On peut également régler la fréquence de l'air pulsé. Au fond de la cuve, un miroir incliné à un angle de 45 degrés renvoie la lumière qui a traversé cette épaisseur d'eau vers un écran dépoli, vertical, qui nous permet ainsi de visualiser une succession de franges claires et de franges sombres qui correspondent respectivement à un creux et un sommet de la vague qui se propage périodiquement. Nous allons faire maintenant la distinction entre une onde diaphragmée et une onde diffractée. En surface de la cuve, nous plaçons deux obstacles en plexiglas qui vont délimiter une ouverture de largeur petit a. On visualise alors sur l'écran dépoli
une onde incidente qui traverse cette ouverture et continue son chemin sans être modifiée si ce n'est en largeur. Si on fait un arrêt sur image, on visualise effectivement que l'onde incidente, à une certaine longueur d'onde lambda, donne naissance à une onde après l'ouverture ayant la même longueur d'onde lambda. On dit que l'onde est diaphragmée. On rapproche maintenant les deux obstacles en plexiglas de manière à réduire la largeur de l'ouverture. On visualise toujours une onde incidente, mais l'ouverture semble donner naissance à une nouvelle onde, une onde diffractée, une sorte de cône élargi. Tout se passe comme si le centre de l'ouverture devenait une source ponctuelle qui émet une nouvelle onde. Si on fait un arrêt sur l'image, on constate que l'onde diffractée a même longueur d'onde que l'onde incidente. On modifie maintenant la longueur d'onde incidente. On augmente cette longueur d'onde. On a l'impression que l'angle du cône est beaucoup plus large. Il y a peut-être une relation entre l'angle du cône et la longueur d'onde incidente. Nous verrons ça dans la suite. Il nous faut donc distinguer une onde diffractée d'une onde diaphragmée. Pour savoir si une onde périodique, caractérisée par une longueur d'onde lambda, qui arrive sur un obstacle de largeur petit a, va être diffractée ou diaphragmée, il faut retenir le critère suivant. Il y aura diffraction si la largeur de l'ouverture est plus petite ou égale à la longueur d'onde lambda de l'onde incidente. À noter par ailleurs que la diffraction est le critère qui permet de définir si un phénomène physique est de caractère ondulatoire ou non. Voilà, à partir de cette vidéo, combien de cas on peut distinguer? Donc, un premier cas, lorsque la fente A, bien la largeur de la fente A est supérieure à la longueur d'onde lambda. Voilà, donc le cas où A est supérieur à lambda. Donc, vous avez observé que à la traversée de la fente, ici, l'onde rectiligne pratiquement reste rectiligne, suivant la même direction. Juste vous constatez que au bord ici de la fente, il y a une déformation de l'onde. Donc, dans la partie centrale, l'onde plane traverse l'ouverture sans aucun changement de sa forme. Comment on a appelé l'onde après s'ouvrir la traversée? Donc, l'onde est dite diaphragmée. Le deuxième cas, si on diminue la largeur de la fente A, on va prendre une largeur comparable à la longueur d'onde lambda. Donc, vous avez constaté que dans cette partie, les rides deviennent circulaires. C'est-à-dire, on a passé d'une onde rectiligne à une onde circulaire qui s'étale sur une région bien déterminée, c'est-à-dire une région limitée entre, si vous voulez, ces deux directions. Donc, vous savez qu'on a dit que la direction de l'onde circulaire est une direction, si vous voulez, ou bien elle se propage dans plusieurs directions. C'est-à-dire, vous constatez que la direction à la traversée de la fente a changé. Elle était rectiligne, elle devient circulaire, l'onde. Voilà. Dans la partie centrale de l'onde, donc l'onde traverse l'ouverture. On observe des rides circulaires de même longueur d'onde lambda. Si on continue à diminuer la largeur A de la fente, qu'est-ce qu'on a constaté? Bien sûr, donc le phénomène, c'est le phénomène de diffraction. Si A est petite à lambda, qu'est-ce qu'on constate? Que la largeur
ou bien la zone où s'étale ou bien affectée par l'onde circulaire, donc devient plus grande. C'est-à-dire l'onde circulaire s'étale sur une région plus importante. Donc on observe encore une onde circulaire qui s'étale sur une zone plus large. La conclusion qu'on va tirer à partir de cette expérience, donc on va voir cette animation pour fixer encore, si vous voulez, les idées. Ici, on a une fente. On va travailler dans 3 cas. Une large fente, une fente moyenne, de largeur moyenne, une fente donc de largeur petite. On regarde le premier cas. Donc, ce que vous avez observé dans la vidéo, donc ici, presque les rides restent rectilignes. Mais ici, il y a une légère déformation, si vous voulez, de la forme de l'onde. Si je regarde le deuxième cas, voilà, donc ici, les rides deviennent circulaires et apparition de ce phénomène de diffraction. Donc la zone, elle est limitée entre ces deux directions pratiquement. Si je diminue encore la largeur de la fente, vous voyez, pratiquement toute cette zone est affectée par l'onde circulaire. Voilà 3 cas. On récapitule. A supérieur à lambda. Donc l'onde est dite ici diaphragmée. Il y a une légère déformation ici au bord. Si je diminue la largeur, A est comparé à lambda, donc il y a le phénomène de diffraction. C'est-à-dire on passe d'une forme rectiligne à une onde circulaire. Si je diminue encore la largeur de la fente, donc j'augmente bien la largeur, bien la zone où elle s'étale l'onde circulaire, donc elle devient plus grande, c'est-à-dire toute cette zone, elle est affectée par l'onde diffractée. Voilà, au niveau d'une fente ou un obstacle de largeur A, avec A légèrement inférieur à lambda ou bien comparable, l'onde mécanique subit le phénomène de diffraction. Vous constatez que la diffraction conserve la longueur d'onde. La célérité, bien sûr, et sa fréquence, c'est-à-dire la longueur d'onde ne change pas. Puisqu'on travaille dans un même milieu pratiquement, la célérité ne change pas aussi. Et toujours, la fréquence de l'onde ne change pas. Troisièmement, la définition de ce qu'on a vu comme phénomène. Donc, comment on peut définir ce phénomène de diffraction? Donc, la diffraction est la modification de la direction de propagation et la forme de l'onde au voisinage d'une fente ou un obstacle. La condition pour avoir ce phénomène, à partir de ce qu'on a déjà vu, donc pour avoir un phénomène de diffraction, il faut que la largeur A de la fente ou l'obstacle soit comparable à la longueur d'onde lambda. Voilà, si vous voulez, la définition de ce phénomène. On passe maintenant à la diffraction de la lumière. On va partir d'une expérience où on va utiliser une lumière monochromatique. Qu'est-ce que ça veut dire une lumière monochromatique? C'est-à-dire une lumière formée par une seule radiation de couleur bien déterminée. Les dispositifs expérimentaux qu'on va utiliser est les suivants. Ici, on va utiliser une source lumière
laser de longueur d'onde lambda égale 650 nanomètres à peu près. Devant cette lumière, ou bien ce faisceau lumineux, on va mettre une fente fine. Et on va observer, si vous voulez, sur cet écran, à une distance d de la fente, donc cette figure. Donc je vous invite pour suivre cette vidéo de l'expérience réelle. Voilà le dispositif, ici la source, ici la fente. Là, on commence à diminuer la largeur de la fente. Si la fente est large, on observe un point lumineux. Si on commence à diminuer la largeur de la fente, regardez bien, qu'est-ce qu'on observe? Donc la lumière s'étale suivant une direction horizontale. Et on observe cette figure. Ici, la frange centrale. Voilà. Donc, ça, c'est la frange centrale de largeur L. Et de part et d'autre, ce sont les franges secondaires. Et ici, ce qu'on appelle une extinction de lumière, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière. C'est ce qu'on appelle la figure de diffraction. L'écart angulaire, donc on observe des taches alternées, brillantes et sombres. La tache centrale est la plus brillante et la plus large. Ces taches sont étalées perpendiculairement à la direction de la fente. Regardez la direction des taches, elle est horizontale et la fente, elle est verticale, c'est-à-dire ce sont des directions perpendiculaires. Donc c'est le phénomène de diffraction de la lumière, puisque regardez bien, à la traversée de la fente, la lumière a changé sa direction de propagation. Cet écart angulaire θ, si vous voulez, c'est la distance angulaire entre le centre de la frange centrale et la première extinction. On voit de quoi il dépend cet écart angulaire. Regardez cette animation. Ici, on a la possibilité de changer ou bien lambda ou bien A. Si on augmente lambda, regardez l'écart angulaire, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Si je diminue lambda, regardez bien, l'écart angulaire diminue. Si on regarde l'effet de A, si j'augmente A, l'écart angulaire diminue. Autrement dit, θ est inversement proportionnel à la largeur A, est proportionnel à la longueur d'onde lambda. Donc, il est donné par cette formule θ égale à lambda sur A, θ exprimé en radians dans ces conditions, la longueur d'onde en mètres et A en mètres. Si on fait un calcul concernant la largeur de la tache centrale, il suffit de revenir au dispositif. Ici, L, c'est la largeur de la tache centrale. Ici, D, c'est la distance entre la fente et l'écran. Et θ, c'est l'écart angulaire. En utilisant ces triangles, on peut dire que tangente θ, qui est côté opposé sur le côté adjacent, autrement dit, c'est L sur 2 sur D. C'est-à-dire L sur 2D. Donc, je vous rappelle mathématiquement pour les angles petits,
Si j'exprime θ en radians, par exemple, ici, θ égale à 4 10 moins 4 radians, on calcule sa tangente, on trouve 4 10 moins 4. Si θ égale 0,1, à peu près 6 degrés, on calcule la tangente, on trouve 0,1. C'est-à-dire, ici aussi 0,2, θ en radians, on trouve 0,203. C'est-à-dire, pour le faible angle, on peut dire que tangente θ pratiquement égale à θ. Avec les deux formules qu'on a, θ égale lambda sur A et θ ici égale L sur 2D, on peut dire que L sur 2D égale à lambda. Ça nous permet d'écrire que L égale 2 lambda fois D sur A. On va vérifier cette relation avec, si vous voulez, l'animation précédente. On regarde ici la largeur L. Si j'augmente lambda, L augmente, c'est-à-dire L est proportionnel à lambda. Si j'augmente D, de la même manière, regardez bien que L augmente, c'est-à-dire L est proportionnel à D. Si j'augmente A, donc la largeur diminue, c'est-à-dire L est inversement proportionnelle à A. C'est-à-dire cette relation est vérifiée même expérimentalement. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer à partir de cette expérience? Quelle est la nature de la lumière? Donc, on a dit qu'à son passage par une fente fine de largeur A comparable à lambda, la lumière subit le phénomène de diffraction. C'est-à-dire, la lumière a un caractère ondulatoire. Quelle est la différence entre une onde lumineuse et l'onde mécanique? Donc, on a dit l'onde mécanique, elle, se propage dans un milieu de propagation. Vous savez que la lumière se propage même dans le vide. C'est-à-dire, on va dire que l'onde lumineuse est une onde électromagnétique, c'est-à-dire non mécanique. Elle s'est propagée même dans le vide, c'est-à-dire en absence de matière. Chaque radiation est caractérisée par, comme les caractéristiques de l'onde, sa fréquence nue, elle est exprimée en Hertz, sa longueur d'onde, lambda en mètres, et sa célérité en mètres secondes moins 1. Pour la célérité de la lumière dans l'air est pratiquement celle de la célérité dans le vide, elle est égale à 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Voilà le spectre de la lumière visible qui s'étale de la coloration violette à la coloration rouge. Donc les longueurs d'onde en nanomètres sont de pratiquement 400 nanomètres à 700 nanomètres. C'est-à-dire chaque radiation, ou bien chaque couleur, est caractérisée par une longueur d'onde bien déterminée. Donc lambda, je vous rappelle qu'elle est donnée par cette formule, lambda égale c fois t, c'est-à-dire c sur nu. Nu, c'est la fréquence de la lumière, qui est égale pratiquement 3 d'exposant 8 dans le vide, qui est égale même dans l'air. Voilà quelques valeurs concernant les radiations de ce spectre de lumière visible. Par exemple, le violet de 300, exactement de 380 à 450 nanomètres, le vert de 490 à 590 nanomètres, etc. Donc la conclusion générale de ce phénomène de diffraction, je vous rappelle que c'est un phénomène qui caractérise l'onde à la surface de l'eau, l'onde mécanique, ou bien donc, ce qu'on a fait, c'est la diffraction de la lumière. Donc, je vous invite de suivre cette vidéo pour qu'on puisse faire la conclusion générale. On place un barreau dans la cuve à ondes. Celui-ci représente un obstacle pour l'onde.
on remarque la présence de fronts d'onde derrière l'obstacle. L'eau est donc mise en oscillation derrière l'obstacle. Cette propriété qu'a l'onde de contourner les obstacles s'appelle la diffraction. Ce phénomène peut s'exprimer aussi comme étant un changement de la direction de propagation de l'onde. On ajoute un deuxième barreau dans la cuve de façon à ne laisser passer l'onde que par une petite ouverture. On constate de nouveau que l'onde contourne l'obstacle. Les fronts d'onde apparaissent clairement derrière l'obstacle. Si on diminue la largeur de l'ouverture, le phénomène de diffraction est encore plus marqué. L'onde est présente partout derrière l'obstacle. On remarque que les fronts d'onde, qui étaient des segments de droite avant l'obstacle, deviennent des arcs de cercle après l'obstacle. Le changement de direction de propagation de l'onde est très marqué. Le phénomène de diffraction se manifeste fréquemment dans le cas du son. Si, lorsqu'on se promène en ville, on peut percevoir un son qui provient d'une rue latérale, c'est parce que le son, qui est une onde de pression, a changé de direction au coin de la rue. La lumière, quant à elle, peut aussi être diffractée. Si on regarde une source lumineuse à travers un tamis très fin, on remarque que la lumière s'étale sur les côtés, en formant par exemple une croix, comme on le voit sur la photo. Ce phénomène est dû à une diffraction de la lumière, un changement de direction de propagation de la lumière, après son passage à travers les mailles du tamis. Voilà, donc on parle, si vous voulez, dans cette vidéo de ce phénomène de diffraction. Il se fait avec l'onde mécanique, avec l'onde sonore, avec la lumière. C'est-à-dire, on va dire que ce phénomène de diffraction est une caractéristique des ondes. On passe maintenant au deuxième phénomène concernant les ondes, c'est le phénomène de réflexion. On place un barreau dans la cuve pour observer comment l'onde plane se réfléchit sur un obstacle. Observez le changement de direction des fronts d'onde après la réflexion. Si on trace la droite perpendiculaire à la surface réfléchissante, la direction de propagation de l'onde incidente et la direction de propagation de l'onde réfléchie, on constate que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. On peut aussi constater que la longueur d'onde n'a pas changé après réflexion. Voici une situation avec un autre angle d'incidence. On vérifie toujours bien que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. La réflexion que subit un faisceau de lumière sur un miroir est évidemment décrite de la même manière. La lumière fait partie des ondes électromagnétiques. Contrairement aux vagues sur l'eau, on ne peut pas visualiser les fronts d'onde ni évaluer facilement les longueurs d'onde. Par contre, la direction de propagation de l'onde est simplement la direction du faisceau lumineux. Un faisceau de lumière parallèle correspond à une onde plane. Alors, on regarde ici le schéma de l'expérience que vous l'avez observé. Ici, un obstacle réfléchissant, une onde rectiligne de longueur d'onde lambda I, dont la direction de propagation fait un angle I avec la normale, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Lorsqu'elle rencontre cet obstacle réfléchissant, sa direction de propagation va changer, suivant une direction qui fait un angle R, qu'on appelle l'angle de réflexion, avec la normale. Qu'est-ce que vous constatez? Que la longueur d'onde lambda de l'onde réfléchie est égale à celle de l'angle de l'onde incidente. C'est-à-dire, au cours de ce phénomène, qu'est-ce qu'on a changé? Juste la direction de propagation. La loi de réflexion
constater que ici, l'angle d'incidence I est égal à l'angle de réflexion R. Comment on définit ce phénomène? On va dire que la réflexion d'une onde est tout simplement le changement de sa direction de propagation au niveau d'un obstacle réfléchissant sans changement de sa longueur d'onde. On passe à un troisième phénomène, c'est le phénomène de réfraction. Notez bien que ce phénomène est, si vous voulez, réservé pour les élèves de 4e maths. Pour les autres, il est hors programme. On va commencer par l'expérience, qui consiste à utiliser toujours la cuve d'onde, où on va créer deux milieux. On va mettre ici une plaque en verre ou bien en plexiglas, pour avoir une hauteur E2 de l'eau. Ici, avant la plaque, la hauteur ou bien la profondeur de l'eau est 1. Et comme ça, on a créé deux milieux différents. Vous savez que la célérité de propagation, on a déjà dit avant que cette célérité dépend de la nature de milieu. C'est-à-dire, autrement dit, la célérité dans ce milieu, dont la profondeur d'eau est 1, est différente à celle dans ce milieu où la profondeur de l'eau est 2. Avec une V-bleue, de la même manière, on va créer une onde rectiligne et on va voir, si vous voulez, le résultat. On place un morceau de plexiglas dans la cuve de façon à réduire la profondeur de celle-ci. On observe le changement de direction des fronts lorsque l'onde progresse dans un milieu moins profond. On constate également que la longueur d'onde, la distance entre deux fronts d'onde, a changé. Le changement de direction pris par l'onde quand elle passe dans un milieu différent s'appelle la réfraction. Ici, l'onde se déplace à une vitesse qui dépend, entre autres, de la profondeur de l'eau. Quand l'onde arrive au niveau du plexiglas, sa vitesse change et c'est ce changement qui est à l'origine du phénomène de réfraction. On comprend également que la longueur d'onde change si on se rappelle la relation qui lie la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse de l'onde. La fréquence de l'onde f reste constante. Si la vitesse de l'onde diminue lorsqu'elle arrive au niveau du plexiglas, la longueur d'onde diminue également. La loi de la réfraction est donnée par la relation suivante. Le sinus de l'angle d'incidence divisé par le sinus de l'angle de réfraction est égal à la vitesse de l'onde dans le premier milieu divisé par la vitesse de l'onde dans le deuxième milieu. La réfraction que subit un faisceau de lumière lorsqu'il passe dans un milieu différent est évidemment décrite de la même manière. Lorsque la lumière passe de l'air dans le bloc de plastique, la direction du faisceau lumineux change. Ceci est dû au fait que la vitesse de la lumière dans le bloc de plastique est plus faible que la vitesse de la lumière dans l'air. Voilà, donc dans cette vidéo, on a mis en évidence les phénomènes de réfraction. Donc on a utilisé deux milieux M1 et M2, séparés ici par une surface de séparation dont la direction, si vous voulez, est la suivante. Ici, l'onde incidente, l'angle d'incidence par rapport à la normale, c'est I1, et sa longueur d'onde est lambda 1. Donc vous avez constaté expérimentalement que à la traversée de milieu 1 à milieu 2, l'onde change sa direction de propagation. Aussi, elle change sa longueur d'onde. C'est ce qu'on a appelé le phénomène de réfraction. La loi de réfraction, elle s'écrit comme étant sinus I1, l'angle d'incidence, sur lambda 1 égale sinus I2 sur lambda 2, l'angle de réfraction.
Autrement dit, sinus I2 égale lambda 2 sur lambda 1 fois sinus I1. Donc la conclusion, c'est la définition de ce phénomène de réfraction. Donc la réfraction d'une onde, comme on l'a constaté, c'est le changement de sa direction de propagation et sa célérité au niveau de la surface de séparation de deux milieux de propagation, deux milieux différents bien sûr. Si on regarde un cas particulier où l'angle d'incidence est égal à 0, c'est ce qu'on appelle le phénomène de transmission. On regarde ça dans cette animation. Ici, on va créer dans cette première zone une onde 1. Ici, l'onde, on va la voir dans le milieu 2. Regardez bien. Voilà. Les rides rectilignes. Voilà. Donc, dans le premier milieu, c'est lambda 1. Dans le deuxième milieu, c'est lambda 2. Autrement dit, la longueur d'onde a changé. Mais vous constatez que la direction de propagation pratiquement ne change pas. Voilà ce qu'on a observé. Donc, dans le premier milieu, c'est lambda 1. Dans le deuxième milieu, c'est lambda 2. Constatez que la surface de séparation est, si vous voulez, parallèle à la direction des rides, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de propagation. C'est un cas particulier de phénomène de diffraction qu'on appelle la transmission. Alors, c'est quoi la transmission de l'onde et son passage d'un milieu de propagation à un autre avec changement de la célérité de propagation sans changement de sa direction de propagation. On passe au dernier phénomène, c'est le phénomène de dispersion. On va faire ça pour une onde mécanique à la surface de l'eau. Donc on revient à l'expérience, si vous voulez, de la propagation de l'onde créée par une pointe à la surface de l'eau. Donc je vous rappelle qu'on a observé des rides circulaires qui se propagent en s'éloignant de la source. Donc cette première photo, c'est pour une fréquence de 20 Hz par exemple. Ici, pour une fréquence 25 Hz. Si on mesure la longueur d'onde, dans le premier cas, c'est la distance entre rides consécutives de même nature, entre deux rides de crête ou bien entre deux rides de crête. Il suffit d'utiliser une règle pour faire ça. Un troisième cas, par exemple pour une fréquence 30 Hz, constatez que la longueur d'onde, pratiquement, elle a diminué. Ici, pour une fréquence de 60 Hz, constatez de la même manière qu'il y a un changement de la longueur d'onde. Avec cette formule lambda égale T fois V égale à VCN, on peut calculer la célérité de propagation. Voilà, on récapitule ça dans ce tableau. Pour n égale à 20 Hz, on a mesuré lambda, on a trouvé 1,2. Ça nous permet de faire le calcul de la célérité, on trouve 0,240. Pour la deuxième fréquence, 25 Hz, on a mesuré lambda, 0,80. 18, pour la célérité 0,245. Pour la troisième fréquence, on trouve une célérité de 0,261 et le dernier cas, on trouve une célérité de 0,306. Qu'est-ce que vous constatez? Que lorsqu'on change la fréquence, la célérité a changé. Qu'est-ce qu'on va dire? Que l'eau est un milieu dispersif. Si on fait ça pour l'onde lumineuse, l'expérience qu'on réalise en classe, c'est très simple. On va utiliser une lumière blanche ou bien une lumière polychromatique, c'est-à-dire formée par plusieurs radiations. Devant cette lumière, on va la converger avec une lentille et on va la faire passer sur un prisme. Voilà. Donc je vous invite d'observer, si vous voulez, cette animation. Ici, pour une lumière monochromatique, regardez bien le faisceau lumineux
à sa traversée par le prisme, il subit, si vous voulez, une déviation. Voilà sa direction initiale, donc voilà sa direction finale. En fait, il y a un phénomène ici puisqu'on passe d'un milieu à un autre, c'est un phénomène de réfraction. Ici, un deuxième phénomène de diffraction, c'est-à-dire à la traversée du prisme, il y a deux réfractions. Voilà, si vous voulez, la direction de rayons émergents de prisme. Si on fait ça avec une lumière blanche, c'est-à-dire une lumière polychromatique, voilà, qu'est-ce que vous constatez? À la sortie, on va observer les différentes radiations du violet au rouge. Cette expérience nous permet de conclure que le comportement de la lumière à l'intérieur du prisme est différent suivant la fréquence de chaque radiation. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà ce qu'on a observé, la décomposition de la lumière blanche à travers le prisme. Donc chaque radiation, on sait qu'elle est caractérisée par sa fréquence. Chaque radiation possède une cellulité différente dans le prisme, puisque à la sortie, on a différentes directions, si vous voulez, qui correspondent à chaque radiation. Alors, la conclusion, c'est de dire que la cellulité dans le prisme dépend de la fréquence, la cellulité de la lumière, bien sûr. Alors, le vert est un milieu dispersif pour la lumière blanche. Le phénomène naturel qu'on a évoqué au début, c'est le phénomène de l'arc-en-ciel. On l'observe parfois dans le ciel. Comment il se forme, d'après vous? Donc, il apparaît lorsque la pluie tombe. Donc, c'est tout simplement la réfraction des gouttelettes d'eau par la dispersion des gouttelettes d'eau de la lumière. C'est clair, donc on observe l'arc-en-ciel, il est formé par les différentes couleurs de la lumière blanche, donc du violet au rouge. Alors, d'une manière générale, on va retenir cette définition de ce qu'on appelle un milieu dispersif. Donc, un milieu est dispersif si la célérité de propagation de l'onde dans ce milieu dépend de sa fréquence. Voilà, si on récapitule, si vous voulez, pour ces trois phénomènes, le phénomène de diffraction, où on a le changement de la direction et la forme de l'onde. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de réfraction. Lorsque l'onde passe d'un milieu à un autre, il y a changement, si vous voulez, de la direction et changement de la longueur d'onde. Le dernier phénomène, c'est le phénomène de dispersion. On passe maintenant à faire deux applications, si vous voulez, concernant ces phénomènes. La première application, je vous donne un peu de temps de lire cette application. Donc, une fente fine de largeur A est éclairée par un faisceau de lumière monochromatique de largeur ou bien de longueur d'onde lambda sur un écran E placé au-delà de la fente, perpendiculairement au faisceau de lumière à une distance d du plan de fente. Se forme une figure de diffraction. La première question, décrire brièvement la figure de diffraction qui se forme sur l'écran E. Deuxièmement, on vous demande de justifier le caractère ondulatoire de la lumière mis en évidence dans cette expérience. Troisièmement, établir une relation entre L, D et θ. Avec L, c'est la largeur de la tâche centrale, θ, c'est la demi-largeur angulaire ou bien l'angle de diffraction. On suppose que tangente θ pratiquement égale à θ. On vous demande de montrer que L est donné par la relation suivante, L égale 2 lambda fois 2 sur A, en sachant que θ égale lambda sur A. Ensuite,
Petit b, déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda de la lumière utilisée. On vous donne A égale 200 micromètres, c'est-à-dire 200 10 moins 6 mètres, D égale 2 mètres, L égale 12,5 mm. Cinquièmement, on remplace la fente par un fil en soie du diamètre D, tout en gardant la même distance D et la même source lumineuse du montage précédent. Une figure de diffraction se forme sur l'écran, mais avec une nouvelle valeur de largeur R' de la tâche centrale, égale à 13,5 mm. Petit a, on vous demande de justifier la formation de la figure de diffraction dans le cas de ce fil en soie, de diamètre D. Petit b, on vous demande de calculer la valeur de diamètre D. On vous donne, bien sûr, 1 micromètre, je dis bien, c'est 10 moins 6 mètres. On passe aux réponses. La première question, on vous demande de décrire brièvement la figure de diffraction qui se forme sur l'écran. Voilà. Donc on a dit, on observe une alternance des tâches brillantes et des tâches sombres dont la tâche centrale est d'une part la plus large et d'autre part la plus brillante. C'est la figure de diffraction. Question 2, on vous demande de justifier le caractère ondulatoire de la lumière mis en évidence dans cette expérience. Qu'est-ce qu'on a dit? Ces phénomènes caractérisent les ondes d'une manière générale. Puisqu'il est possible avec la lumière, on peut conclure que la lumière est une onde. Est-ce que c'est une onde mécanique ou bien autrement? Donc on a dit que c'est une onde électromagnétique. Donc ici, je vous dis, à la traversée de la fente, il y a phénomène de diffraction. C'est analogue à la diffraction d'une onde mécanique à travers une fente de largeur comparable à sa longueur d'onde, d'où le caractère ondulatoire de la lumière. La question suivante, on vous demande d'établir la relation entre L, D et θ. Avec L, c'est la largeur de la tâche centrale et θ, c'est la demi-largeur angulaire. On suppose que tangente θ égale à θ. Voilà, il suffit, si vous voulez, d'utiliser les propriétés de ce triangle, comme on l'a fait dans notre cours. Calculer tangente θ, qui est égale à peu près θ, ce côté opposé, qui est égal à L sur D sur 2, c'est-à-dire on trouve θ égale L sur 2D. Quatrièmement, petit a, on vous demande de montrer que L est donné par cette relation, L égale 2 lambda fois D sur A, sachant que θ égale lambda sur A. Donc il suffit, si vous voulez, d'écrire la relation précédente avec cette relation, θ égale lambda sur A. D'autre part, on a déjà dit que θ égale L sur 2D, c'est-à-dire le résultat final, L égale 2 grand D fois lambda sur A. À la question suivante, on vous demande de déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda de la lumière utilisée. On vous donne A, et on vous donne D, on vous donne L. Donc il suffit d'utiliser cette relation. On développe, on trouve lambda égale L fois A sur 2D. Application numérique, on trouve lambda égale 625 nanomètres, c'est-à-dire 625 10 moins 9 mètres. La cinquième question, on remplace la fente par, on a dit, un fil en soie de diamètre D, tout en gardant la même distance D. Donc la largeur de la tâche centrale, L', dans ce cas, est égale à 13,5 mm. On vous demande de justifier la forme de la figure de diffraction dans le cas de ce fil en soie de diamètre D. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre cours? Ce phénomène de diffraction apparaît dans le cas d'une fente
de largeur A ou bien un obstacle de largeur aussi A. Mais l'essentiel, c'est que la largeur soit comparable à la longueur d'onde lambda. Voilà. Donc la diffraction A liée pour un obstacle de diamètre D convenable. D est comparable à lambda. On vous demande de calculer la valeur de ce diamètre D. Avec la relation précédente, on tire l'expression de lambda. Lambda, d'une part, avec la fente, c'est L sur A sur DD. D'autre part, avec le fil, c'est L' fois D sur DD. Puisque la longueur d'onde, on vous a dit qu'elle ne change pas. Voilà. C'est-à-dire D égale L sur L' fois A. On trouve 1,85 10 mètres. On passe à l'application 2. Donc, lisez. Ici, c'est une propagation à la surface de l'eau. Donc, on dispose d'une cuve à ondes remplie d'eau et une lampe vibrante L qui produit à la surface de la nappe d'eau des ondes progressives rectilignes, sinusoïdales et de fréquence N, réglables. On suppose qu'il n'y a ni amortissement ni réflexion des ondes au bord de la cuve. Grand 1, la fréquence de la lumière vibrante est réglée à la valeur N1 égale à 20 Hz. En éclair, ou bien en éclairage stroboscopique et pour une fréquence NE des éclairs égale à 20 Hz, la surface de la nappe d'eau présente une série de rides de même nature, équidistance, rectilignes et immobiles comme le montre la figure 1. Voilà. On vous donne cette distance. Regardez bien, c'est la distance entre 4 rides consécutives de même nature. C'est-à-dire c'est une distance qui correspond à combien de lambda? Lambda, 2, 3 lambda. C'est-à-dire de 1 égale 3 lambda. La première question, on vous demande de définir la longueur d'onde lambda. Petit b, sachant que cette distance 3,9 cm, on vous demande de déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda 1 de l'onde créée à la surface de la nappe d'eau. On déduire la célérité V1 de cette onde. Deuxième question, on règle la fréquence N à une autre valeur, N2 égale 30 Hz. Et on mesure la distance de 2 qui sépare 5 rides successives ou bien consécutives. On obtient la valeur de 3 cm. On vous demande de calculer dans ces conditions la valeur de la longueur d'onde lambda 2 et la nouvelle valeur de la célérité lambda de 2. Ensuite, justifier que l'eau est un exemple de milieu dispersif. La partie 2, on va mettre devant ces rides une fente. Donc, un obstacle muni d'une fente F de largeur 4 mm est placé parallèlement à la lame, à une distance de celle-ci. Pour une fréquence N2 égale 30 Hz et à un instant donné, la forme des rides de l'onde qui se propage à la surface de l'eau avant la traversée est donnée par la figure 2. On vous demande peut-être de préciser l'ordre de grandeur de lambda avec lequel l'onde subit une diffraction au niveau de la fente F. Puis déduire s'il y a diffraction au niveau de F avec cette fréquence N2. Dans l'affirmatif, c'est-à-dire si oui, reproduire sur la figure 2, représenter la forme des rides au-delà de la fente F, c'est-à-dire dans cette région. On passe aux réponses. La définition de la longueur d'onde. Il ne faut pas l'oublier. On a dit c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle T. Pour la mesure, c'est la distance entre des rides
consécutives de même nature, c'est-à-dire entre deux creux ou bien deux crêtes. Sachant que cette distance de 1, la question suivante, est égale à 3,9, on vous demande de déterminer la valeur de 1 et déduire la cellulite. Donc il suffit de dire que D1, ici, c'est la distance qui sépare 4 rides consécutives, c'est-à-dire c'est la distance qui correspond à 3 longueurs d'onde, lambda 1. Voilà, donc lambda 1, c'est D1 sur 3, égale 1,3 cm. Connaissant que lambda 1 égale à V1 sur N1, c'est-à-dire V1 égale lambda 1 fois N1, on trouve 0,26 mètres secondes moins 1. La question suivante, on change la fréquence N2 égale 30 Hz. Et on mesure la distance de 2 qui sépare 5 rides successives. On obtient 3 cm. On vous demande de calculer dans ce cas la valeur de la longueur d'onde lambda 2 et la célérité V2 et justifier qu'il est un milieu dispersif. Voilà, il faut noter N2. Il faut noter que ce sont 5 rides consécutives. Entre 5 rides, il y a 4 longueurs d'onde, c'est-à-dire lambda 2, c'est de 2 sur 4, on trouve 0,75 cm. Revenons à la formule précédente, V2 égale lambda 2 fois N2, on trouve 0,22 mètres secondes moins 1. Donc avec toujours N2, on trouve V2 égale 0,22. Comment on va justifier que l'eau alors est un milieu dispersif? Qu'est-ce qu'on constate? Qu'avec N1, on a une vitesse V1, avec N2, on a une vitesse V2. N1 est différente à N2 et V1 est différente de V2. Alors, la célérité dépend de sa fréquence. Et on a dit un milieu est dit dispersif si la célérité de l'onde dans ce milieu dépend de sa fréquence. Alors, l'eau est un milieu dispersif. La dernière question, comme on l'a déjà dit, on va mettre ici un obstacle muni d'une fente F de largeur 4 mm avec une fréquence N2 où on a une longueur d'onde lambda 2. Voilà. Vous notez que A égale 4 mm. Vérifiez avec le calcul que A, elle est, dans ce cas-là, si vous la comparez à lambda, on va constater que A est inférieur à lambda. Donc, on vous demande de préciser l'ordre de lambda pour qu'il y ait, si vous voulez, un phénomène de diffraction. On a dit qu'il faut que la largeur A de la fente soit comparable à la longueur d'onde lambda, c'est-à-dire A encore comparable à lambda, A inférieur ou égal à lambda. Déduire s'il y a ce phénomène de diffraction avec N2. Donc, on a dit qu'avec N2, lambda 2, c'est 0,75, c'est-à-dire 7,5 mm, elle est inférieure à A qui est égale à 4 mm. C'est-à-dire, il y a un phénomène de diffraction puisque la condition est satisfaite. À son passage par la fente, l'onde se diffracte. Voilà. L'onde incidente, l'onde réfractée. Je vous rappelle que l'onde change sa direction de propagation, mais la longueur d'onde ne change pas. Faites attention pour la représentation. Il faut respecter que la longueur d'onde de l'onde diffractée est la même que celle de l'onde incidente. Ainsi, la séance s'achève. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.